Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 23 août 2020 à la une de l'actualité. Au Bénin, les artistes et acteurs culturels tous unanimes sur le second mandat de Patrice Talon et l'ont fait savoir ce samedi au FITEB à Cotonou à travers une déclaration. Pour eux, l'actuel locataire de la Marina doit se représenter à l'élection présidentielle 2021 pour continuer les réformes engagées dans le secteur. On en parle dans un instant. On parlera également de la journée de souvenir de la traite négrière et de son abolition pour l'édition 2020. C'est la ville de Ouidah qui abrite les manifestations officielles à l'occasion. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a adressé un message à la nation. L'essentiel de son message à suivre dans une quinzaine de minutes. À suivre également le point de la descente d'une délégation de l'UNICEF Bénin dans la commune de Lokossa. Une descente qui s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la propagation du Covid-19. La délégation a pu évaluer le déroulement d'une campagne de sensibilisation lancée à cet effet depuis le mois de juin dernier. Le Bénin, à l'instar de plusieurs pays africains, a célébré son 60e anniversaire, donc le 60e anniversaire de son indépendance pendant plus d'un demi-siècle. Donc, les chefs d'État qui ont succédé à la tête du pays avaient au cœur de leur programme la sécurité des personnes et des biens. Chacun a sa politique sécuritaire pour assurer la quiétude des populations. Aujourd'hui, quel état des lieux peut-on faire des différentes options du président Hubert Koutoukoumaga au président Patrice Talon en passant par le président Mathieu Kérékou, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boniyaï. C'est le dossier du grand format de ce dimanche. L'invité de la semaine qui en parlera, c'est Mouftao Prince Aledji, contrôleur général de police à la retraite. Le magazine du grand format nous replonge dans un souvenir plus ou moins lointain, le décès du célèbre artiste chanteur Jonas Pedro, 16 ans déjà que le roi de la salsa a quitté ce monde. Que reste-t-il alors de l'homme aujourd'hui? Vous le saurez dans le magazine du grand format et le complément d'information avec Geoffroy Messan. Il est le correspondant du Canal 3 Bénin dans les départements du Mono et du Koufo. Mesdames et messieurs, ainsi se présentent les grandes lignes de ce grand rendez-vous d'information, sans oublier bien entendu le ZAP 3, la revue de presse hebdomadaire et la revue de Babel. Le grand format, eh bien, mesdames et messieurs, c'est parti. Merci d'être au rendez-vous. Le grand format démarre avec le point de l'actualité. Et sur cette information qui nous vient de la grande salle de FITEB à Cotonou, les artistes et acteurs culturels du Bénin y étaient ce samedi pour parler de l'avenir de leur secteur. Un secteur qui a commencé à rayonner sur le plan international depuis 2016 et ce grâce aux réformes opérées par le chef de l'État. Et pour ne plus sombrer, ils ont invité Patrice Talon à solliciter un second mandat, solution ultime pour eux pour achever les chantiers ouverts. Au portage. Les artistes et acteurs culturels du Bénin, presque au grand complet à la grande salle du FITEB ce samedi à Cotonou. Venus de tous les départements du pays, ils ont pris rendez-vous pour réfléchir sur l'avenir de leur secteur. Un secteur autrefois caractérisé par l'inorganisation, l'inexistence de dialogue entre acteurs, des querelles intestines, la guerre de leadership et surtout la mauvaise gestion et le clientélisme au niveau du fonds d'aide à la culture. C'est le triste tableau qu'a présenté le coordonnateur de la plateforme des artistes et acteurs culturels du Bénin. Mais depuis 4 ans, grâce aux réformes opérées par le chef de l'État, le secteur a reçu un nouveau souffle et se porte bien à présent. Depuis l'avènement du régime de la rupture et du nouveau départ, le FAC a cessé d'être la vache à lait qui servait tout le monde et n'importe qui. Désormais, seuls les vrais acteurs, quelle que soit leur position géographique et sans intermédiaire, peuvent obtenir des accompagnements des projets pertinents dont ils sont porteurs. Et pour aller encore plus loin dans les réformes et permettre aux acteurs de vivre pleinement de leur art, la plateforme des artistes et acteurs culturels du Bénin refuse d'arrêter la dynamique en cours depuis avril 2016. La candidature de Patrice Talon en 2021 devient dès cet instant un impératif et ceci à plusieurs titres. Nous, artistes et acteurs culturels du Bénin, lançons solennellement et publiquement un appel pressant et patriotique au chef de l'État, le président Patrice Talon, à rester avec nous dans la barque du développement
et à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2021. Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, fier de vous, avançons, parce que vous êtes notre choix et le choix idéal pour le quinquennat 2021-2026. Avançons. Le message est transmis sur place au directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, lui qui se fera le porte-parole des acteurs du monde culturel auprès de son ministre de tutelle. L'engagement du chef de l'État dans le secteur est historique, selon lui. C'est vrai que pour Mémoire d'homme, depuis les indépendances, c'est la première fois qu'un chef d'État décide de faire du tourisme et de la culture le deuxième levier du développement après l'agriculture. C'est aussi la première fois que l'opinion publique constate que les artistes, acteurs culturels et promoteurs culturels ont décidé de telle heure querelle de se mettre ensemble et parler d'une même seule et unique voix. Le message que vous avez adressé au chef de l'État, nous allons le transmettre fidèlement au ministre Jean-Michel Abimbola pour qu'il puisse, à son tour, le transmettre à notre candidat. Le chef de l'État est prié de répondre favorablement à l'appel des artistes et acteurs culturels afin de poursuivre et achever les chantiers entamés depuis 2016 pour le bonheur des acteurs du monde culturel. Et ce bonheur, comme vous l'avez suivi dans ce reportage, passe forcément par le second mandat de Patrice Talon. Dès 2021, les artistes et acteurs culturels du Bénin l'ont clairement exprimé. Ils sont, disent-ils, prêts à travailler pour la réélection de l'homme de la rupture s'ils répondaient favorablement à leur appel. La culture béninoise qui rayonne à travers le monde depuis 4 ans est à mettre à son actif. Et pour eux, il faut maintenir le cap. Voici quelques réactions. Le Bénin, c'est à chacun de nous de se donner la main et accompagner le président de la République pour pouvoir faire la fierté de notre pays, de notre cher pays, le Bénin. Nous nous adressons à M. Gilbert de Oumalé de bien vouloir dire à notre chef d'État de ne pas faire ce qu'il veut faire là. Qu'il ne le fasse pas. Parce que nous rêvons. Nous rêvons d'un monde meilleur pour la culture du Bénin. Monsieur le directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, notre rêve est grand. Grand à l'instar de la réalisation gigantesque des œuvres de ce pays, réalisées depuis seulement 3 ans. C'est immense. Et nous ne saurions laisser partir le chef de l'État comme il l'entend. Je pense que le discours du président de la plateforme des artistes du Bénin mérite d'être entendu dans son intégralité. Il est très riche, empreint de sincérité. Quand on entend ça, on n'a plus rien à dire. Des gens comme nous, on n'a plus rien à dire. Et on est plutôt à l'aise, puisque aux côtés du chef de l'État, nous représentons ces messieurs et dames qui sont venus s'exprimer publiquement ce matin. Donc on n'a rien à ajouter, moi je n'ai rien à ajouter. Je les félicite pour leur sincérité et pour leur engagement. Ce matin, je viens de vivre des moments d'intense émotion. Des artistes de tout le Bénin, tous les artistes béninois se sont réunis dans cette salle de FITEB pour s'engager à inviter le président Patrice Talon à se représenter aux élections de 2021. Ils ont été clairs et ils ont dit pourquoi. Parce qu'ils craignent quelque chose. Ils craignent parce que le président Talon a eu à dire qu'il viendrait seulement pour un mandat. Voilà que les réformes constitutionnelles n'ont pas permis d'instaurer un mandat unique. Tous les Béninois ont refusé. Le peuple béninois a refusé en ce moment-là. Alors là, il lui reste quoi à faire? Il ne lui reste plus rien.
il ne lui reste qu'à obéir à la volonté de son peuple et d'accepter de nous conduire encore pour les 5 ans à venir. Comme le président Talon, à son avènement, il y a 5 ans, disait que à la fin de son mandat, il serait porté en triomphe. Nous le voyons déjà. Ça vient de toutes parts. Toujours dans l'actualité politique, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau étant déjà résolument engagée aux côtés du chef de l'État ne lui marchandera point son soutien le jour où il en aura le plus besoin. Déclaration de la présidente du parti Claudine Prudencio, c'était à la faveur de l'université d'été organisée par le parti vendredi dernier à Cotonou. Occasion pour le bureau exécutif national de l'UDBN et ses structures décentralisées de passer en revue la participation du parti aux dernières élections communales et municipales. Les précisions sont avec Herman Anyambosu. C'est un rendez-vous à tout le moins historique dans la vie de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Une première, l'université d'été, organisée dans cette majestueuse salle des fêtes à Vidirosset, a tôt fait de livrer son verdict. C'est la fidélité absolue et inconditionnelle au chantre du nouveau départ. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau que j'ai l'insigne honneur de diriger, étant déjà résolument engagé à vos côtés, ne vous marchandera point son soutien le jour où vous en aurez le plus besoin pour un nouveau défi au sommet de l'État. Dans la perspective de la présidentielle 2021, et alors que des mouvements appellent à un renouvellement du quinquennat qui s'achève, l'UDBN, parti nationalement reconnu, entend prendre une part active à toute initiative qui émane de la gouvernance Talon. C'est aussi la ligne de conduite définie par ses militants. Il nous faudra une synergie dans les actions que nous allons mener et qui conduiront, j'en suis sûr, à une victoire écrasante. Mes chers camarades, les mois à venir seront donc déterminants, non seulement pour les partis politiques dont le nôtre, mais aussi et surtout pour la nation tout entière. Nous devons encore répondre présent à cet important appel de l'histoire à travers nos réflexions dans cette université d'été. L'université d'été s'est contentée d'une frange de délégués des coordinations et des structures déconcentrées du parti. Contexte sanitaire oblige. Une matinée d'échange, de partage d'expériences et de discussions nourries. Le moment était également propice pour poser le diagnostic de la participation de l'UDBN aux dernières élections communales et municipales. On ne faisait pas la langue de bois, mais nous allons faire en sorte que notre voix puisse porter. Et la voix a véritablement porté. Même si nous avons ce pourcentage aujourd'hui, m'a-t-on dit, notre voix a véritablement porté. Si la barre des 10% exigée pour être éligible à la répartition des sièges a eu raison de la bataille menée par les militants de l'UDBN, tout ne saurait être cependant peint en noir, ont admis l'essentiel des communications. Il suffira de tirer les enseignements nécessaires pour construire un avenir radieux à l'UDBN. Mais pour vous dire rapidement que cette phrase nous invite à un engagement, à l'action et non à la passivité. Le diagnostic est ainsi posé, de nouveaux défis pointent à l'horizon pour l'UDBN. Militants et membres du bureau exécutif national s'accordent à multiplier les actions sur le terrain pour un militantisme plus accru au sein du parti. Le cap est maintenu. Une UDBN plus que jamais solide, unie et fidèle à ses idéaux de parti de la mouvance présidentielle. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, c'est aujourd'hui dimanche 23 août que la communauté internationale commémore la journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Un rendez-vous pour se souvenir de l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Les manifestations officielles de l'édition 2020 de cette journée auront lieu dans la ville historique de Ouida et en prélude au lancement des activités, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts s'est adressé au peuple béninois. L'essentiel du message du ministre Jean-Michel Abimbola a retrouvé au micro de Teddy Goudalo et Uder Hompevi. Chers compatriotes, comme chaque année, le Bénin est au rendez-vous de la commémoration du souvenir de l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. En effet,
Le 23 août est la journée réservée au souvenir de la traite négrière et de son abolition. Et il est un devoir pour nous d'y sacrifier, malgré le contexte spécial que nous impose depuis plusieurs mois la pandémie de la maladie du coronavirus. Mesdames et messieurs, demain, dimanche 23 août 2020, nous nous souviendrons de tous les déportés béninois et africains, ceux de la traite transsaharienne, de l'océan Indien et ceux de la traite transatlantique. Nous nous souviendrons de tous les déportés noirs. Nous saluons leur courage dans les luttes contre leurs bourreaux pour la conquête de leur liberté et la concrétisation de leurs rêves pour un monde meilleur. Nous nous inclinons devant leur mémoire. C'est le sens à donner à la cérémonie solennelle de recueillement que le mémorial de Zumbodi à Ouida va accueillir demain au nom de tous les Béninois. Béninoises et Béninois, le choix du 23 août pour se souvenir des victimes de la traite négrière et de l'abolition de cette tragédie n'est pas dû au hasard. Cette date correspond en effet à la date anniversaire de l'historique révolution des esclaves avec à leur tête le valeureux descendant d'esclaves d'origine béninoise, Toussaint Louverture, dont la victoire a conduit à la création de Haïti, la première république noire. C'était le 23 août 1791. Le devoir du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, comme de tout Béninois et au-delà de tout homme, est d'œuvrer afin que l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage ne soit pas oubliée. En effet, on n'efface pas l'histoire par le silence. C'est pourquoi j'exhorte chaque Béninoise et chaque Béninois à faire preuve de résilience en provoquant le débat sans passion dans les familles, les villes, les régions, pour éviter le ressentiment entre Béninois. C'est ainsi que nous comprendrons mieux les afro-descendants dans leur quête de retour à la source. Nous ne pouvons les accueillir dignement et fraternellement qu'en connaissant mieux notre histoire commune. Le programme scolaire au collège participe déjà à ce devoir de mémoire qui nous incombe et notamment à notre jeunesse. Chers compatriotes, chaque 23 août depuis 2014, nos sœurs et frères des Antilles, de l'île de la Réunion, des États-Unis, du Brésil, de la France et d'ailleurs, viennent pour vivre cette commémoration avec nous à la porte du non-retour à Ouida. Mon intime conviction est que, bientôt, avec la concrétisation de la vision du président de la République dans le domaine de la culture et de notre patrimoine mémoriel, toutes les communes qui gardent encore les stigmates de cette période de notre histoire seront bientôt des lieux de recueillement et de visite pour nos nombreux frères et sœurs à travers le monde. Ainsi, les âmes de nos déportés béninois et africains reposeront toujours en paix et veilleront sur le Bénin et l'Afrique. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut collectif de fraternité et à une acceptation mutuelle de chacun et de tous afin que les plaies se pansent et cicatrisent pour une mutualisation de nos valeurs et de notre histoire avec nos frères de la diaspora. Bonne célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, la GISNA. Message du ministre Jean-Michel Abimbola au micro de Teddy Goudalo. Dans la suite de ce journal, acte 1 du grand format, on prend la direction de Boycon. C'est la ville choisie par l'Agence nationale de la propriété industrielle pour organiser le séminaire de renforcement des capacités des membres du comité national de mise en place des indications géographiques. Le séminaire, qui va durer 3 jours, est inscrit au programme de travail annuel de l'ANAPI. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie qui a donc procédé au lancement officiel des travaux. Imet Hélène Amoussou. Le processus est lancé en octobre 2019. Il va aboutir à la reconnaissance de 3 produits pilotes du Bénin en indication géographique. Il s'agit du gari sorui de Savalou, l'huile d'arachide d'Agonli et de l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. Notre pays est accompagné dans ce processus par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle avec l'appui de l'Agence française de développement à travers la deuxième phase du projet d'appui à la mise en place des indications géographiques Pamping 2. À cette occasion, la partie béninoise a pris des engagements fermes quant à l'aboutissement heureux du processus concernant ces 3 produits
cité plus haut, en tout cas avant septembre 2021. Le présent séminaire est donc initié en vue de renforcer les capacités des membres du Comité national de mise en place des indications géographiques. Il est inscrit au plan de travail annuel de l'Agence nationale de la propriété industrielle. Les assises vont durer 3 jours. Ils vont permettre d'entretenir les participants sur d'importantes thématiques telles que les principes généraux d'une demande d'enregistrement d'une indication géographique, le dossier de demande d'indication géographique ainsi que les aspects juridiques. Nommés en novembre 2012, les membres du CONAM-IG viennent de différents secteurs d'activité et sont pour la plupart étrangers au concept même des indications géographiques et n'en connaissent pas souvent la démarche technique. Chers participants, comment le Comité national de mise en place des indications géographiques peut-il valablement assurer sa mission si les membres ignorent les notions basiques touchant à la mise en place d'une indication géographique? C'est pour pallier à cette situation que vous êtes conviés à ces 3 jours de travaux. L'importance que revêt ce séminaire pour l'économie du Bénin n'est plus à démontrer. Quand nous savons que notre pays est doté de nombreux produits potentiellement éligibles en indication géographique et que la valorisation de nos produits à haute valeur ajoutée constitue un volet important du programme d'action du gouvernement. Les travaux seront ponctués par une visite de terrain, toute chose qui va permettre aux participants de prendre également les mesures concrètes pour la promotion des indications géographiques comme un véritable levier de valorisation des produits locaux. Autre chose à présent, la lutte contre la pandémie du Covid-19 demeure une priorité pour le gouvernement béninois et aussi pour les organisations internationales. À cet effet, des séances de sensibilisation sont organisées dans plusieurs localités du pays pour stopper la propagation du virus. Vendredi dernier, c'est une délégation de l'UNICEF Bénin qui est descendue dans la ville de Lokossa pour faire des observations sur le terrain suite à une campagne de sensibilisation lancée dans ce cadre depuis le mois de juin dernier. On voit ça avec Geoffroy Messan. Maison des jeunes de l'arrondissement de Wedeme-Adja dans la commune de Lokossa, ce vendredi 21 août 2020. Des jeunes déjà installés accueillent avec ferveur une délégation de partenaires au développement, estampillés Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. La rencontre est organisée sous l'égide de l'ONG JVE Bénin, Jeunes volontaires pour l'environnement, et ceci au titre d'un projet de lutte contre la Covid-19 qui met en partenariat l'ONG et l'UNICEF. On avait 9 communes, nous sommes dans l'une d'elles, ici à Lokossa. Nous avons formé 270 jeunes sensibilisateurs. Là, vous avez un échantillon de 270 et ils ont été encadrés par 30 personnes. Tous ceux-là ont été formés à la fois pour la compréhension de Covid, la communication en milieu social, et enfin, sur les questions de harcèlement sexuel, parce que c'était l'un des éléments importants pour éviter des interactions qu'on ne souhaiterait peut-être pas entre les différentes personnes qui étaient parties à ce projet-là. Ces jeunes interlocuteurs de l'UNICEF sont des agents de sensibilisation déployés dans les communautés à la base, dans la zone notamment Wedeme-Adja et DV, par l'ONG JVE Bénin. La séance leur a permis d'interagir avec les membres de la délégation sur leur expérience de terrain. Au début, les gens ne portent pas de masques. Ils n'ont même pas les dispositifs pour laver les mains. Avec nos sensibilisations, 2 jours après, on voit que beaucoup de personnes ont commencé par porter les masques. On a eu un impact d'abord sur nous-mêmes, avant même de parler des autres, parce que ça nous a aidé à changer certains comportements. Présent dans cette délégation aux côtés de l'UNICEF, le Centre de l'innovation Semen City a salué l'initiative. Nous sommes très fiers de vous. Tout le travail que vous avez fait est superbe et vous êtes déjà des Asuka. Dans son exercice d'observation et d'échange, la délégation s'est rendue auprès des communautés à la base de Dondjizoumé et de Avinoué, toujours dans la commune de Lokossa. Les différentes sensibilisations ont été ponctuées
de dons de dispositifs de lavage des mains. Mon organisation UNICEF, en collaboration avec cette ONG, est en train de faire un effort au niveau communautaire. Et il est donc important que les efforts soient déployés au niveau communautaire pour sensibiliser les communautés, mais aussi obtenir leur engagement. Nous souhaiterons véritablement encourager les communautés à la base, à l'instar de ceux de ce village-là, à continuer à maintenir les gestes barrières, notamment le lavage des mains, la distanciation sociale, mais également aussi le port du masque. La tournée s'est achevée au centre-ville de Lokossa. Ici, c'est un centre de formation en couture qui produit des masques recommandés par le gouvernement qui a été visité. Une note d'éducation à présent pour mettre fin à la première partie de ce grand format. Nous sommes à Gongué, dans l'arrondissement d'Agatogo, dans la commune de Koumé. Vous allez le voir dans le reportage qui va suivre, la joie des écoliers admis au certificat d'études primaires. Ils ont reçu la visite des responsables de l'AMICA de l'agence ONG Attier. À l'occasion, les meilleurs parmi les admis au CEP ont reçu donc des fournitures scolaires. De quoi soulager les parents pour la prochaine rentrée des classes. Regardez. Pour la 6e fois, l'Amicale pour l'excellence, l'ONG Attier, a encore primé les meilleurs de l'année scolaire 2019-2020. Le samedi 22 août, dans le respect strict des mesures barrières contre le coronavirus, elle a organisé à Gongué la distribution de kits scolaires aux 195 meilleurs des 243 admis. Un acte qui consacre la promotion de l'excellence initiée par l'ONG. On souhaite faire plus, mais c'est une fierté, il faut le reconnaître, avec ces conditions de pandémie et ce que cela peut nous coûter. C'est un bonheur partagé et surtout l'objectif, c'est l'excellence que nous recherchons. Il faut que Kézin redore ces lettres de noblesse d'antan pour que ces jeunes d'aujourd'hui que nous préparons soient demain des hauts cadres du Bénin. L'événement d'aujourd'hui est une preuve de plus que vos divers apports servent évidemment à la construction d'une relève de qualité, gage d'un développement durable pour toute une communauté, ma communauté. En plus des kits scolaires, les 3 premiers ont bénéficié chacun d'un vélo offert par l'ONG. Pour leur porte-parole, c'est la satisfaction avec promesse de faire davantage. Je suis très content de l'ONG Attier et je vais poursuivre sur cette entrée au collège ou bien travailler et gagner d'autres prix. L'initiative de l'Amicale pour l'excellence ONG Attier est partie d'un constat fait par son président, André Tchekoun. Il y a 6 ans, je voyais qu'on distribuait des kits scolaires aux gens. À moi-même, j'étais triste parce que je voyais que dans mon arrondissement, il n'y avait rien. C'est là où l'idée m'est venue pour dire, mais il faut que moi aussi je fasse quelque chose. Kézin regorgeait beaucoup de ces élèves brillants qui sont aujourd'hui de grands cadres. Et à l'époque, les maîtres nous disaient même que c'est parce que nous mangeons la tête du poisson. Parce que dans la tête du poisson, il y avait du phosphore. C'est pour cela que nous sommes très intelligents. L'ONG a gratifié les enseignants qui ont encadré les enfants durant l'année scolaire, à chacun des directeurs d'école qui ont permis d'atteindre 95,29% de taux de réussite. Une attestation a été délivrée. Par ailleurs, cette écolière est admise au lycée des jeunes filles de Natitengu du fait de la moyenne obtenue au plan national. Merci à vous, Asiongbo Kani Asiongbo, pour ce reportage. Et c'est avec vous que prend fin la première partie de ce grand format, première partie consacrée au point de l'actualité, telle que traitée par l'ensemble de l'équipe de la rédaction de Canal 3 à Bénin. Dans la suite, maintenant, c'est la page invitée. Dans un petit moment, Mohamed Prince Alégui sera sur ce plateau. Il est contrôleur général de police à la retraite. Avec lui, nous ferons l'état des lieux des différentes politiques sécuritaires mises en place par les différents chefs d'État depuis 60 ans au Bénin. On parlera également des défis
sécuritaire dans la sous-région. Mon invité ne manquera pas de donner son point de vue sur l'actualité politique de l'heure. Il s'agit notamment des suscitations des candidatures à la prochaine élection présidentielle. Mais avant tout cela, nous allons marquer un arrêt, le temps pour nous de suivre le ZAP 3 réalisé par Wahab Alipara. Population du Bénin, particuliers et professionnels, vous avez besoin d'un béton de qualité, homogène et durable, respectant les normes internationales, appelez Ainsi Béton. Pour vos fondations, dalles, réalisation de caniveaux et autres travaux de BTP, Ainsi Béton produit et vous livre du béton testé par des laboratoires sur tous vos chantiers avec ses camions toupies et ses différentes pompes capables d'aller jusqu'au 10e étage. Choisir Ainsi Béton, c'est vous prémunir durablement des infiltrations, garantir la durabilité de vos ouvrages et la rentabilité de votre investissement. Ainsi Béton, c'est la qualité et la rapidité au meilleur prix. Contactez-nous au plus 229 61 70 61 61. Notre siège est juste après l'université d'Abomey-Calavi, au bord de l'autoroute. École supérieure de génie civil Véry-Chaguine, une école à vocation professionnelle avec un cycle secondaire en BTP et F4, un cycle supérieur licence professionnelle génie civil géomètre topographe et master professionnel génie civil. Véry-Chaguine, ce sont des diplômes délivrés par l'État béninois après succès aux examens nationaux. Véry-Chaguine, c'est un partenariat avec plusieurs universités et grandes écoles comme l'École polytechnique d'Abomey-Calavi, l'Institut 2IE du Burkina Faso, l'Université de Limoges, du Maine en France, etc. Alors, quoi de mieux? Contactez-nous au 21 30 69 17 97 31 16 92. Véry-Chaguine, un label, une référence. Et c'est comme ça. Carrefour Ouedo, en plein milieu de la route. Le corps sans vie de 2 élèves fauchés par la mort alors qu'ils se rendaient au cours, non loin de là, au collège La Verdure. Un troisième, leur aîné qui les conduisait, a été lui admis en soins d'urgence. Tous ont fait les frais de l'incivisme qui, sur ce tronçon en chantier depuis des années, règne en maître. En l'espace de 2 semaines, plus de 4 vies humaines sont perdues. Sans compter ceux qui sont admis à l'hôpital dans une situation un peu critique. Vous imaginez aujourd'hui le désarroi, la peine et la douleur que peuvent ressentir les parents de ces enfants-là. On va jeter un coup d'œil sur ces images qui suscitent la frayeur. Les images donc de l'accident de circulation survenu ce mardi matin à Cotonou. 2 personnes, un homme et une femme, ont littéralement péri dans ce drame. À cela s'ajoutent des blessés graves et des dégâts matériels. Les témoins expliquent que le camion Berne, auteur de l'accident, descendait du passage supérieur de Weiro en direction de Vedoko et le conducteur ayant aperçu le feu tricolore du carrefour Sika Toyota a perdu le contrôle du camion qui avait de mal à freiner. Le véhicule s'est alors engagé sur le trottoir, enchaînant ainsi des dégâts et surtout des victimes. On va écouter à cet effet les explications de quelques rescapés de ce tragique accident. Le camion est parfait pour ça, le moyen est parfait pour Aujourd'hui, transporteurs conducteurs, nous vivotons. Le métier ne nourrit plus son homme. Si le métier ne nourrit pas son homme, comment vous pouvez arriver à mettre à jour ces camions-là? Alors le métier ne nourrit pas son homme, il faut tuer d'autres hommes maintenant pour se nourrir. Je n'ai jamais dit ça. Oui. Je n'ai jamais dit ça et je ne dirai jamais cela. Vous avez dit que le mal est profond. Je peux être aussi victime. Et quand vous développez, c'est que vous avez des difficultés. Les transporteurs vivotent, c'est difficile le secteur, mais personne ne les a contraints, personne ne les oblige à rester dans ce secteur. Suivez mon regard, personne ne les oblige. Si aujourd'hui, les transporteurs disent nous ne transportons plus, ni vous ni moi, nous n'allons plus trouver quelque chose à manger dans Cotonou. Nous en sommes conscients. Alors, continuons de nous nourrir et tuons davantage. On ne tue pas plus que le palu, on ne tue pas plus que la fièvre typhoïde,
et on ne tue pas plus que Covid. Finalement, vous défendez. Et le chroniqueur qui s'intéresse donc à la brouille au sein des partis politiques au lendemain donc de l'installation des maires et de leurs adjoints. Moïse Dossoumu, bonjour. Bonjour. Ça claudique un peu au sein des partis politiques. Vous invitez à éviter, je dirais, la contagion. Dangbo, une commune de la vallée de Lomé, s'est signalée cette semaine par une fronde des conseillers communaux. Invités dans le cadre de la tenue de la deuxième session ordinaire au titre de l'année en cours, la plupart ont décliné l'offre. Cette rencontre, la première après l'élection du collège des nouveaux conseillers, n'a pu se tenir ce mardi 23 juin, faute de quorum. Sur les 19 élus de la localité, seulement 9 se sont présentés dans la salle de délibération. Là où le bas blesse, les 10 absents se trouvaient dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Mais ils n'ont pas d'ailleurs répondre favorablement à l'invitation du maire. Après quelques minutes de conciliabule, ils sont retournés sur leurs pas. Cette attitude, loin d'être anodine, est perçue comme l'expression d'un mécontentement. Les conseillers frondeurs n'ont visiblement pas encore digéré l'issue des communales du 17 mai dernier. Mais moi, je ne veux pas avaler les couleuvres. Je ne suis pas là, je n'ai pas dit si on ne met pas tel, je ne veux pas. Le souci que j'ai, c'est d'avoir une équipe solidaire, capable de mener, d'assumer la tâche. Notre leader, Abdoulaye Bichane, je suis allé le voir pour dire, mais qu'est-ce que j'ai appris ceci, c'est appris ceci. Bon, il essayait de m'expliquer que non, c'est pas fini. Et bon, lui, il a donné une liste en attendant qu'on se concerte. Et bon, après, on attendait qu'il y ait cette concertation. On l'a jamais eu jusqu'à présent. Femi po mi so lati do bemba bia pe to entigo. Grand Jeu Tombola Comtesse. Le département Comtesse Innovation, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous offre un grand jeu Tombola du 15 février au 31 août 2020 avec beaucoup de lots à gagner. Une moto, un poste téléviseur, une tablette, un smartphone, un ordinateur portatif ainsi que de nombreux lots de consolation. Comment jouer? Achetez votre bouteille d'eau, eau de fruits citron sans sucre à 500 francs ou eau de Comtesse à 350 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et téléphone. Déposez l'étiquette remplie auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule Comtesse et le tour est joué. Après le tirage, vous pouvez faire partie des heureux gagnants. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Eau de Comtesse, l'eau du Bénin. Es-tu équipé? Non. Viens profiter de l'offre généreuse de micro-ondes informatiques du 10 juillet au 31 août 2020. C'est pour toi. Viens découvrir en magasin nos PC, imprimantes, copieurs et tous nos matériels réseau et énergie à des prix fous. Et en plus, des cadeaux surprises pour les 50 premiers acheteurs. Et viens vite. Rendez-vous à Microland à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 28 24. 12 mois de garantie, service après-vente et livraison assurée. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique.
À chaque chef d'État et même à chaque régime sa politique sécuritaire pour assurer la quiétude des populations. Depuis 1960, les différents chefs d'État ont proposé leur programme en matière de sécurité donc des personnes et des biens. Aujourd'hui, quelle évaluation peut-on faire de ces différents programmes et quels sont les défis qui s'imposent au régime actuel sur le plan sécuritaire? C'est l'un des sujets de discussion avec un invité, mon invité, qui est un homme bien averti des questions de sécurité ici comme sur le plan international. Il est contrôleur général de police à la retraite. Monsieur Mohamed Moufta au Prince Alédi, bonjour. Bonjour, cher ami Boukari. Bienvenue sur le plateau du grand format. Vous êtes contrôleur général de police à la retraite. Alors, comme je le disais, il y a 60 ans que le Bénin a acquis son indépendance. Les différents chefs d'État qui sont succédés à la tête du pays. Chacun a proposé sa politique sécuritaire. Aujourd'hui, quel état des lieux peut-on faire? Merci, cher ami. Il serait prétentieux de ma part de résumer tout ça là en quelques mots, mais je dois avouer que ce processus a connu beaucoup d'étapes. L'étape, disons, de la période des années 60 à 72, de 72 à la période dite de l'ère démocratique, et puis après, où se sont succédés les différents chefs d'État que vous connaissez. Je suis un traditionnaliste, je ne pourrais pas aborder ce sujet sans faire un clin d'œil à tous ceux qui ont œuvré, n'est-ce pas, pour l'émergence, pour la création de cette entité qu'on appelait police nationale, qui, dans un premier temps, pour être dans les années 60, a été, n'est-ce pas, le reversement de la crème de ces élites de la période, disons, de pré-indépendance, n'est-ce pas, qui sont jetés, n'est-ce pas, pour la formation ou la création de la nouvelle police qui a fini par voir le jour dans les années 62. Et cette période a été particulièrement marquée par quelque chose d'un peu pertinent, c'est que les chefs de cette police-là étaient la plupart du temps des administrateurs civils qui avaient comme adjoints les gradés de la maison, entre autres. Ne demandez pas de citer des noms, les Cheregueti, les Boari, les Wabi, et que sais-je encore. Et après cette période-là, ou dans cette période plutôt, les défis sont restés les mêmes. Et la police, disons, dans son rôle un peu régalien, à savoir la protection des personnes, des biens, les renseignements, et puis bon, la police judiciaire, disons que ces trois volets, l'ordre public étant toujours d'actualité. Les renseignements naturellement. Et progressivement, cette police, dans une dynamique interne, a connu des progrès. Quoi qu'on dise, bien que l'état des lieux au plan infrastructurel, au plan personnel n'est pas si reluisant que ça, elle a connu des progrès tout de même jusqu'aux années 69 où une petite révolution a été connue. Cette révolution, n'est-ce pas, est due à la fameuse ordonnance 69-42 du 10 décembre 1969 et qui a fait que désormais la police est chapeautée par ses propres personnels. Il n'y avait plus d'administrateurs civils pour la chapeauter. Elle était dirigée ou commandée, si je peux parler ainsi, avec ses propres cadres. Les défis ont toujours resté les mêmes. Défis sécuritaires, je dirais que il y avait toujours la criminalité urbaine et périurbaine. Il y avait toujours, comment dirais-je, cette criminalité qui n'est pas celle que nous connaissons de nos jours, mais qui, par rapport à l'état des moyens dont dispose la police en son temps, était quand même redoutable. Donc il n'y a pas encore la cybercriminalité, bien. Mais il y avait les vols de moutons, les vols de poulets, les assassinats ciblés ou non, et qui étaient quand même préoccupants par rapport à l'état des moyens techniques. Donc c'était quand même pas une mince affaire pour elle, police en l'état actuel, en l'état de ses moyens en son temps. Donc c'était pas donné. Et après cela, il y avait le trafic de la drogue, même si c'était à l'état un peu disons, pas à une échelle assez grande, mais il y avait le trafic de la drogue quand même. Les gens se livraient au trafic de la drogue comme cela se doit. Il y avait également Est-ce qu'il y a le terrorisme? Non, il n'y a pas le terrorisme, mais il y avait par exemple une certaine forme d'infraction
ou de délits ou de défis qui dépassent son nom, mais qui étaient liés aux faits politiques. Parce que ne le cachons pas. Les acteurs politiques en son temps, chacun avait un féodé, la police à lui. Selon que c'est un président X aux affaires, la police, à travers un de ses démembrements, et les renseignements, se trouve être plus ou moins une police politique qui s'occupait par exemple de l'activité d'un opposant X ou de quelqu'un qui battait la même ligne politique que celui qui est aux affaires. Donc, à quelque sorte, c'est aussi un défi. Pas sécurité en tant que tel, mais un défi quand même qui mettait, en péril les droits de l'homme tout de même. Alors, sous le régime donc, du président Patrice Talon, l'une des réformes majeures, c'est la fusion de la police et la gendarmerie nationale pour plus d'efficacité. Quelle est la pertinence pour vous de cette réforme? Si tant est vrai que le but de la manœuvre est de protéger les personnes ainsi que de leurs biens, elle est la bienvenue, cette réforme. Elle devait être normalement saluée par rapport à ceux qui l'ont pensé, ceux qui l'ont initiée et ceux qui sont, n'est-ce pas, invités à la mettre en œuvre. Mais ce que je constate, c'est le fait que les acteurs, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs qui sont chargés de la mise en œuvre ne l'ont pas approprié. Ça répond à un certain maillage du pays au plan géographique pour peu qu'il y ait un incident par là, que la police soit présente pour répondre spontanément et avec les attentes et espérer, n'est-ce pas, des différents commandements. Bon, il est vrai que je ne suis pas là. Dans tout système politique, c'est le ministre de l'Intérieur, le chef de l'État, qui met, à travers les gestions techniques, n'est-ce pas, la DGPR, pour notre cas précis, qui mettent en œuvre la politique sécuritaire du pays. Mais ça part toujours par des plans et des stratégies sur lesquelles les directions techniques sont tenues de travailler. Mais, police républicaine, elle est la bienvenue. Je défie quiconque qui me dirait que cette nouvelle forme de police que nous vivons aujourd'hui n'est pas la meilleure. Mais non, il y a des petits problèmes. Même du temps n'était pas encore républicaine, chacune des entités avait ses ennuis, ces petits problèmes internes qu'on réglait au coup par coup, soit par un test, soit par un décret. Mais Paris n'a pas été conçu en un seul jour. Donc il y a un lieu d'abord d'y croire. Le problème, c'est qu'il faut que les gens y croient. Est-ce que l'efficacité envisagée est réelle aujourd'hui? L'efficacité envisagée est réelle, puisque de plus en plus, on parle moins de vol à main armée. En notre temps, les gens vous écrivent des pétitions de l'extérieur pour dire « nous allons occuper telle rue, de telle heure à telle heure ». Ils le faisaient. Ce n'était pas la croix et la bannière. Aujourd'hui, de façon, disons, ça ne fait l'ombre d'aucun doute d'affirmer que, sensiblement, les crimes urbains et périhumains ont disparu. Enfin, on connaît une baisse sensible. Ce qu'on met à l'actif des personnels qui travaillent de jour comme de nuit sur le terrain. Très bien. Vous êtes par ailleurs un fonctionnaire des Nations Unies sur le théâtre d'opération onusienne qui est le Mali en instance de rebondie. Est-ce qu'on peut connaître votre prochaine destination? Ah oui, mais j'ai beaucoup d'offres. Comme disent les Anglais, there is no good place like home. J'attends la plus alléchante, mais en temps, je ne peux pas mon temps en restant au pays, en famille avec les miens. Très bien. En tant que connaisseur du théâtre malien, quelle lecture faites-vous aujourd'hui des récents événements ayant conduit les militaires à renverser le régime IBK? Le problème malien est plus que profond. C'est une crise totale, profonde et générale. Il y avait des signaux, il faut le reconnaître, il y avait des signaux qui avaient été, disons, qui veulent présager de ce que ça allait cramer, que ça allait cracher. Il y avait des signaux, les signaux étaient tels que la corruption était très très généralisée. Et n'oublions pas que c'est un pays fortement islamisé, ou islamique, à 80% au moins. Et tous les leviers de l'État étaient affectés. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, depuis 2017, n'a plus une existence juridique. Son mandat est arrivé à expiration. Les écoles n'ont pas fonctionné pendant 4 mois, et même plus. La justice est parée depuis près de 4 mois. Il y avait des signaux auxquels, certainement, les gouvernants... La prise en otage, donc, de chefs de file de l'opposition. La prise en charge de chefs de file de l'opposition, le problème du terrorisme dans le Nord, avec la particularité que la question de l'Azawad est toujours d'actualité. Ils veulent scinder le pays en deux pour raccorder le Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal à leur république, soi-disant de l'Azawad. Vous voyez, donc ces problèmes-là étaient pendants et devaient donner à réfléchir aux gouvernants.
Mais je ne sais pas s'ils ont pris la mesure des choses. Ils se sont fait laisser surprendre jusqu'à ce que l'imam Diko, à la tête du M5 FRP, a demandé à ce que la rue prenne le relais. La rue a pris des relais. Les instances sous-régionales sont intervenues pour apaiser. Mais la réponse était dit, pendant que nous crions au secours, qu'aviez-vous fait? Pendant que nous crions au secours pour dire, nous avons un mal gouvernance, nous avons un pays qui va tout droit dans le décor, nous avons ci, nous avons ça, personne n'a réagi. Et au moment où le peuple a pris ses responsabilités, à ce moment, on dit que la chose est mal perçue selon qu'on est d'un côté ou de l'autre. Surtout que maintenant, il y a une tendance au niveau de la CEDEAO, n'est-ce pas, qui fait courir certaines personnes, enfin certains dirigeants au troisième mandat. Vous comprenez que si la porte du voisin et la main du voisin n'est pas apaisée, eh bien la sienne propre ne sera pas, j'ai la main en tranquillité. Justement, la CEDEAO est intervenue donc avec des sanctions, donc comme d'habitude. Oui, moi je vois qu'il ne faut pas percevoir la chose en termes de sanctions. Et puis même s'il y avait la sanction, elle devait être graduelle. Je perçois la sanction, d'ailleurs c'est le point de vue d'ailleurs du chef de l'État. L'isolement du pays, la fermeture. Du chef d'État béninois. Les gens n'ont pas été souples. Pendant qu'on n'a pu rien faire pour empêcher le pire d'avoir lieu, maintenant on se permet, n'est-ce pas, en leveur de sanctions. Je suis contre un coup d'État, parce qu'un coup d'État a priori, c'est un coup d'État a priori, c'est un raté au plan constitutionnel, au plan institutionnel, et donc a priori ne peut être encouragé. Et au lendemain du discours de la Baule, vous comprenez que la meilleure, le seul mode d'accès aux affaires, au pouvoir, ce n'est pas. Ça passe par les urnes. Mais je trouve qu'au lieu qu'on sanctionne, moi, de mon point de vue personnel en tant qu'observateur, au lieu qu'on sanctionne les dirigeants qui ont failli, mais c'est le peuple qu'on sanctionne. Alors que le peuple a dit, venez à mon secours, il donnait de la voix depuis, il voulait se faire entendre. Il a tout fait, mais personne n'a réagi. Et je ne pense pas que ce soit l'occasion d'une vidéoconférence qu'on puisse dire faites ci, faites ci, faites ça. La médiation est de mise. Le protocole additionnel de la CEDEAO en la matière ne l'interdit pas. Mais ce que nous déplorons, c'est un peu comme ce que nous disons, le médecin n'a pas la mort. C'est ce qui est vraiment déplorable. Très bien. Vous êtes également le commandant des forces de police de la région de Gao au sein de la MINUSMA. Quels sont les défis qui se posent à ce niveau? Les défis sont nombreux. En dehors des crimes violents, n'oublions pas que le Mali partage 5 km poreuses avec les pays qui l'entourent. 5000 km de frontières poreuses avec les pays qui l'entourent. Donc nous avons le terrorisme à travers le djihadisme, dont l'histoire remonte à 1978, après les fondements de l'Empire afghan, dans lequel l'Union soviétique ou l'URSS avait apporté son support sans savoir qu'il y avait, n'est-ce pas, de la matière en termes de support à l'islamisme venant des pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite et autres. Bref, il y a le phénomène du terrorisme. Il y a les crimes violents. Vous imaginez qu'on rentre dans un ménage, qu'on égorge et mari, et femme, et enfants. Il y a le problème des prises d'otages. Il y a la guerre asymétrique. Vous savez, pour nous, les personnes des Nations Unies, il n'y a pas un instant, il n'y a pas cette semaine ou un mois où on nous piège en plantant des mines sur nos axes routiers pour nous faire perdre du matériel et du personnel. Il y a aussi également le problème des réfugiés déplacés. N'oublions pas le problème de la migration clandestine. Le nord du Mali a un entonnoir, un couloir de passage vers la Libye et pour échouer à la Méditerranée. Donc voilà autant de défis qui sont là et qui posent problème, face auxquels la prise d'otage, le chef de l'opposition, le chef de file de l'opposition, il était pris, était enlevé dans son fief, à Fonké, en pleine campagne législative. Vous voyez, et personne n'a pu rien faire. Où tous les efforts n'ont convergé à rien encore en termes sauf dans les dernières 48 heures, 72 heures, où on aurait appris qu'il a donné de la voix en laissant un message à sa famille comme quoi il serait encore en vie. Donc voilà autant de défis face auxquels l'État, s'il était encore puissant, aurait pu faire face efficacement. Alors à ce niveau, qu'apporte le Bénin dans cette opération? Le Bénin apporte beaucoup. D'abord dans le concert
des nations au plan sous-régional, au plan régional. Et le Bénin intervient en tant qu'entité qui prend part dans une large mesure dans les opérations de maintien de la paix. En dehors de ces personnels isolés, civils et militaires isolés, le Bénin a des contingents qui déploient sur les théâtres. Nous avons notre unité de police constituée à Kidal, qui est la zone la plus rouge du Mali, et qui est depuis près de 5 ans. C'est à notre honneur. Nous avons un bataillon qui est basé à Bamako également. L'idée a été que le Bénin poursuive ses efforts pour employer davantage sur d'autres théâtres, parce que du point de vue qualité, n'est-ce pas, du personnel, le Bénin n'a rien envie aux autres. Je peux tout simplement dire que notre seule faiblesse, c'est qu'on se croit francophone et en ayant un peu l'usage de l'anglais et une petite maîtrise de l'outil informatique. Sinon, les ressources humaines au plan béninois sont assez bien prisées. Alors on va quitter le domaine sécuritaire pour apprécier cette fois-ci les réalisations du président Patrice Talon et son gouvernement. D'abord sur le plan infrastructurel, est-ce que vous, de votre point de vue, vous avez constaté un changement depuis 4 ans? Bon, moi, chaque fois que cette question me tourne autour, m'impose d'une certaine manière entre amis et autres, je me demande même sa pertinence. Ça crève l'œil quand vous venez au Bénin. De l'aéroport, vous voyez les rues, les quartiers prétendument huppés de Cotonou, Cocotier, Patte d'Oie et autres. Quand vous y passez aujourd'hui, on bombe le torse. Je crois qu'il y a de quoi même traiter ça sciatique si on en a une. Ça crève l'œil. Mais pourquoi on ne peut pas laisser les bâtisseurs aller au fond de leurs idées rénovatrices? Ce monsieur, je ne pense pas que le président Talon soit seulement, c'est un rénovateur. Nous venons de très très loin. Imaginez si les 10 dernières années, quelqu'un avait amorcé, ne serait-ce qu'au plan infrastructurel, ce que ce monsieur a entrepris, on n'en serait plus là. Aller au Ghana à côté. Moi, je sors d'un pays qu'on appelle la Guinée-Bissau il n'y a pas très très longtemps. On a mis 4 pour faire 80 km. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Vous allez de Cotonou à Bomé, vous allez de Cotonou à Guaïzo, vous allez de Cotonou à Ouida, vous allez de Cotonou dans la vallée. Moi, j'ai exercé mon dernier ministère à Porto-Novo. Vous passez devant le marché Wando, vous y mettez du temps. Aujourd'hui, c'est tout un boulevard. Mais au nom de quoi? On ne va pas demander à ce monsieur-là de poursuivre l'œuvre qu'il a entamée. Alors, vous qui parcourez le monde, toujours au service de la sécurité, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'administration Talon, le Bénin est mieux vendu? Moi, je crois que le Bénin est bien vendu. Je peux l'affirmer, le Bénin est mieux vendu parce que du Darfour en Haïti, d'Haïti à la MINUSMA en Haïti, au Mali, en passant même par la Centrafrique, nous y sommes. Et en puissance. Nous occupons de très grands postes. L'exemple le plus palpable, c'est notre ministre des Affaires étrangères, qui a été une grosse cylindrée du système des Nations Unies. Là, à côté, au Togo, le représentant résident du PNUD, c'est un Béninois. On est présent partout et en termes de qualité. Tout ce que je pourrais demander, parce que beaucoup pensent que c'est une administration dans laquelle il faut nécessairement avoir un support ou un parrainage, c'est faux. C'est faux. C'est la non-maîtrise. C'est d'abord une affaire de curiosité. Les nôtres deviennent de moins en moins curieux. Et se renseigner. Si vous allez aux affaires étrangères aujourd'hui, il y a une cellule qui est là, qui s'occupe, n'est-ce pas, de ce domaine-là, les opérations de maintien de la paix. Toute une masse d'informations vous est rendue disponible là si vous y rendez pour savoir quoi faire, quoi ne pas faire. Pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, il y a beaucoup de sites sur le net que les gens peuvent explorer pour pouvoir prétendre aux postes qui répondent à leurs compétences et à leurs aptitudes. Là-bas, on n'a pas besoin d'être membre d'un parti politique ou d'appartenir à une religion ou à... Ah non, je pense que sur ce plan, le Bénin fait beaucoup et c'est lieu peut-être pour moi de remercier le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, le ministre des Affaires étrangères et aussi la mission permanente qui est la cheville ouvrière qui se bat pour le placement, la promotion des cadres au niveau de New York. C'est à leur actif. Très bien. L'un des reproches quotidiens que certains Béninois font au gouvernement de la rupture, c'est d'être avare, c'est-à-dire ne pas mettre le social au cœur de ses actions. Est-ce que vous avez la même perception? Bon, ça dépend de celui qui le dit. Ça dépend de celui qui le dit. Bon, on va quand même pas être dans la rue et distribuer
de l'argent ou des beignets à qui passe. Non, tout entre dans une dynamique, dans un plan stratégique. Et chaque secteur a un plan stratégique que le gouvernement, à travers son ministère sectoriel, a le devoir de concevoir et de mettre en œuvre pour que les ministères sectoriels les mettent en œuvre. Mais le social, je crois que ça va encore, qu'il y a encore des microfinances qui sont encore dans des cités par endroit. Il y a des projets, si vous allez, comment vous appelez ça, l'ex-FNPEJ, je ne sais pas la nouvelle dénomination, c'est comment on appelle ça, le fonds pour la promotion de l'emploi pour les jeunes. Tout le monde s'active autour. Quand on parle du social, on parle du travail. Tout le monde, je vois plein de gens faire des demandes, des projets pour lesquels on initie les jeunes à conduire les engins, à intégrer les fermes pour s'y faire former. Plein de choses qui, de mon point de vue, dans le social, ce serait vraiment pas reconnaissant de dire qu'au plan social, rien n'est fait. Bon, peut-être qu'au plan communicationnel, on n'étale pas tout. Mais quand on sort, si vous restez à Cotonou, dans les 4 murs de Cotonou, vous ne pouvez pas voir. Mais quand vous sortez, vous vous rendez compte que beaucoup d'initiatives se prennent en dehors de Cotonou. Maintenant, pour ceux qui ont pris l'option de porter des cravates, pas s'ils ont un master en poche ou bien une licence en poche, ils n'iront nulle part. Ça, c'est clair. En termes de performance économique, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des lions ont bougé donc à ce niveau également? Moi, je crois qu'il faut avoir confiance en soi-même. Tout ce qui se diffuse au travers les bulletins des agences du système des Nations Unies, que ce soit au niveau de la Banque mondiale ou du FMI ou des institutions financières régionales sous-régionales, augure de ce que les performances économiques dont le Bénin a vanté les mérites sont réelles. Ils sont réels. Je n'ai aucune raison à m'attaquer aux éléments déclinés dans un bulletin de la Banque mondiale du FMI sur les performances du Bénin. Et un clin d'œil au ministère des Finances qui en fait beaucoup, parce que c'est un monsieur qui bouge beaucoup. Et toutes les fois, il n'y a pas un petit mois où on enregistre un petit plus au titre de ces actions. Je ne suis pas financier, je ne suis pas un expert en finance, mais ça se lit. Ça se lit dans les journaux locaux, tout comme dans la presse internationale. C'est un autre actif. Comme disent les fonds, avoir Jack Quinton et Nipa. Bon, maintenant, s'il n'est pas un Quinton, si c'est un enfant de la maison, on le lui dit autour d'un repas. Très bien. Vous n'êtes pas acteur politique, mais vous êtes observateur de la vie politique béninoise. On va en parler dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Nous observons depuis quelques jours une dynamique d'appel à la candidature du président Patrice Talon. Comment suivez-vous tout ça? Non, moi je crois que, comme dirait le grand révolutionnaire, les enfants s'amusent. C'est comme si vous me disiez que le président de la République a dit, pendant qu'il prenait le pouvoir, il y avait 6 départements. Donc je prendrais dans chacun des départements une femme pour mieux conduire mon programme. Et qu'aujourd'hui, il n'en est pas arrivé au deuxième. Il n'a pas une deuxième épouse, une troisième, une quatrième épouse. Non, ce qui se dit formellement est formel. Ce qui est dans le texte constitutionnel qui consacre, disons, un serment, tout le monde s'y plie. Qu'il vous souvienne que le président Kérékou, permettez que j'appelle son nom, le Jean Kérékou, avait oublié un pan de cette phrase-là au moment de nos ancêtres. On l'a invité à reprendre. Maintenant, ce que le président dit, moi je crois que ça rentre dans l'euphorie de ce que le pouvoir pour lequel on s'est battu en s'exilant à connaître tout ce qu'il a eu à connaître comme ennui. Quand il a, c'est normal. Comme disait Monseigneur de Sousa, qui se gratte un peu le corps. Moi, c'est même pas un frein à la Constitution. Du moins, ce n'est pas un frein à la Constitution. Pourquoi pas? Il peut aller en roue libre. Maintenant, s'il a des raisons particulières ou personnelles pour lesquelles il ne veut pas aller au second mandat, il lui est loisible de ne pas y aller et d'organiser ça autrement. Maintenant, quand les gens en font tout un chou gras en termes de est-ce qu'il va aller susciter sa candidature, je trouve même que ça ne vaut pas la peine. C'est comme si vous avez un entrepreneur qui vous conduit votre maison et qui dit je vous la conduis, construit au bout de 6 mois. Et au bout de 6 mois, la pluie a duré, au lieu d'1 mois et demi, elle en a duré 3 ou 4, il y a eu moins de soleil, et par fini, il dit je vous introduis un avenant. Vous n'avez pas dit, comme vous avez dit 6 mois, non. Vous êtes obligé d'accepter l'avenant. Surtout que c'est un avenant constitutionnel qui ne porte aucun frein à la Constitution. Pourquoi pas? Moi, je ne trouve même pas que ça puisse faire l'objet d'un débat. Je ne suis pas politicien. Peut-être que les politiciens ont des raisons pour l'expliquer. Sinon, moi, c'est en roue libre.
qui doit normalement se présenter s'il estime bien être à même de le faire. Alors, si le président Patrice Talon acceptait donc l'appel donc, que certains jeunes lui lancent, est-ce que ce n'est pas trahir sa propre parole? Je vais vous raconter une anecdote. Très rapidement. J'étais commissaire central à Porto-Novo d'État départemental de la police, premier plateau. Quand un chef d'État, dans son discours sur l'état de la nation, a dit qu'il a envoyé une loi portant statut spécial de mon corps d'appartenance de la police alors à l'Assemblée pour être voté par politique d'urgence. On était à un petit mois de notre départ à la retraite. C'était en 2013. Monsieur a fait retirer la même loi qu'il a envoyée pour être voté par politique d'urgence. Il a fait retirer 48 heures après, nuitamment. Et la même loi a été votée quelques semaines après. Qui lui en a voulu? Personne ne l'en a voulu? Non. Je ne vois même pas ça en termes de... Il a dit qu'il va faire, il s'est dit non. Moi, je ne pense pas que le problème puisse être inscrit sous cet angle-là. Puisque les dispositions constitutionnelles ne l'empêchent pas, où est le mal? Voyez un peu ce qui se passe de l'autre côté en Guinée-Conakry, où on tue même les gens au cimetière sans petit. C'est pas ce que nous avons au niveau des réseaux sociaux. Voilà ce qui se passe au niveau de le président de la Guinée-Bissau. Il s'est exprimé longuement là-dessus. Vous dites, mais il y a des gens qui ont des intérêts à aller au 3e mandat. C'est ça qui encore chamboule les données. Ici, tel n'est pas encore le cas. Et puis, 5 ans plus, on arrive à 67 ans. Où est le mal? Voyez un peu Didi Rawlings au Ghana. C'est notre Rawlings béninois. Tu peux parler ainsi. Mais, comme on dit, les prophètes imaginent les révolutions. Les héros les font. Et laissent profiter les autres. Laissez les prophètes imaginer les révolutions. Et faites faire les héros. Et laissez les autres profiter. Très bien. L'une des innovations dans l'organisation de la prochaine présidentielle, c'est le système de parrainage donc, des candidats. Tous les acteurs politiques n'approuvent pas cette réforme. On parle même donc, de risque d'exclusion donc, de certains partis politiques. Quelle est votre opinion sur le débat? Je suis observateur. J'enregistre les craintes des uns des autres. Mais est-ce que le débat est fermé? Certains pays l'ont expérimenté. À tort ou à raison, les résultats sont là. Maintenant, si nous trouvons que par rapport au contexte béninois, ça n'est pas de nature à nous faire progresser, où est le mal à ce qu'on engage un discours autour de ça? C'est la période qu'on appelle ça, d'été, non? Été pour les grands partis politiques. J'ai suivi celui d'un parti il n'y a pas très longtemps. C'est l'occasion pour nous de nous éclairer davantage sur ce que cache en réalité le système de parrainage. On l'a lu en diagonale, on l'a relu, mais de façon pratique, qu'est-ce que ça nous empêche? Est-ce qui nous empêche le système de parrainage? Qui parraine qui? Qui empêchera qui de ne pas être parrainé? C'est la question de la question. Qui pourra empêcher qui de ne pas être parrainé? Ou qui parraine qui? Est-ce qu'il y a le pouvoir, le loisir de dire je ne te parraine pas et tu dans mes droits constitutionnels, ou bien il te parraine parce qu'il y a un forcing autour, ou bien j'y suis tenu? Tout ça, c'est des questions à explorer. Les élections présidentielles sont pour 2021. On est encore à quelques enclavures de là. Le plus long voyage commençant par le premier pas, il est vrai. Il est vrai qu'on en parle maintenant, qu'on en discute sérieusement. Mais plaçons l'église au cœur du village. Mais nous sommes, ce que je ne comprends pas, c'est que nous sommes toujours dans une logique de braquage. Tant que ça ne vient pas de vous, il faut que je me braque pour dire que ce n'est pas bon, M. Boukari. Ah, ce que Boukari a fait, c'est une idée qu'il avance. Explorons-la, discutons. Il y a eu dans ce pays, après les élections législatives de la dernière fois, un dialogue auquel certaines personnes ont participé, et pas des moindres. Tout ceci dans le sens d'apaiser. Parce que nous oublions quelque chose. Comment ça se passe maintenant au Mali? Nous travaillons à remettre tout en cause. Mais nous ne travaillons pas dans le sens de dire, est-ce que dans ce que je fais, je roule pour la paix et la cohésion sociale? Parce qu'on ne voit pas ça. Nous sommes dans la sécurité, nous sommes des acteurs de la sécurité publique. Mais quand ça crache, qui sont ceux qui restent et qui ne restent pas? C'est ça. Tout ce bruit que nous faisons autour, c'est normal, c'est même républicain. Je ne suis pas contre. Mais est-ce que chaque fois, nous pensons à la cohésion sociale, le tissu social? Quand je pose, je connais des maisons où 3 frères sont de différents partis politiques. Mais ils mangent à la même table. Vous déposez vos convictions politiques au pied du portail. Aujourd'hui, j'ai connu, parce que j'ai quand même 60 ans, j'ai connu les anciens leaders politiques. Ou quand un monsieur du parti d'un tel va faire campagne dans le fief de l'autre, va boire le café sur un adversaire politique
avant d'aller dans son fer pour l'attaquer. La guerre des idées, on la met où? On ne suit pas un homme, on suit un idéal politique. Sinon, on va tomber encore dans les histoires de, comment on appelle, de guides, de timoniers ou de choses qu'on a connues non loin de nous. Non. Je crois qu'il faut qu'on arrête de jouer au griot. Celui qui a les droits constitutionnels pour aller au second mandat, il faut qu'il s'y rende, il faut qu'il y aille. Et qu'il y ait le soutien du peuple parce que nous voyons ce qui se fait de façon pratique sur le terrain. On a vu l'Assemblée nationale à Porto-Novo, non? On en est où? Alors, un mot de fin, quelques secondes pour vous laisser partir. Non, mon mot de fin, c'est de vous remercier d'avoir m'avoir invité à votre plateau. Je réitère encore cette pensée. Les prophètes imaginent les révolutions, les héros les font et les autres en profitent. C'est un peu mon mot de fin. Je vous remercie. Merci à vous, M. Mohamed Mouftao, Prince Aledji, contrôleur général de police à la retraite. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va garder la même position dans quelques secondes. C'est la page invitée, donc la page magazine du grand format. Nous serons donc à Lokossa pour voir ce qui reste du roi de la salsa. 16 ans après son décès, je veux parler du célèbre artiste chanteur Jonas Pedro. On va se retrouver juste après ceci. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je mets préservatif, kiss, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur, kiss toujours à... Kiss. 6% de protection, ce soir y'aura plus de supposition. Y'a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de Voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. – 14h12 à Ligoudo, c'est un village de la commune de Lokossa. Nous sommes dans le département du Mono avec le magazine du grand format. 16 ans déjà qu'il a quitté ce monde, laissant artistes et acteurs culturels et même tout un peuple dans la grande tristesse. Nous étions le 12 août 2004. Vous imaginez sans doute de qui il s'agit. C'est le salsero international, lui qui a révolutionné le genre musical donc au début des années 1960. 16 ans après le décès de Jonas Pedro, que reste-t-il alors de l'homme? C'est un magazine signé Geoffroy Messan. La journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses. Aujourd'hui, les enseignements qui se dégagent de ces chansons, le rythme Agbadia qu'il a modernisé, l'ensemble de ses albums, ses pas de danse, sont des vestiges de son passage sur cette terre, un legs fait à la postérité. Ne tuez pas la liberté. De ces tubes solos tels que Ne tuez pas la liberté, Van Van Lan Lan, à son passage dans le groupe mythique Africando, en passant par ses compositions en duo, Jonas Pedro demeure, 16 ans après son décès, présent dans la mémoire collective et individuelle, comme un monument pour avoir su graver son nom dans les annales de l'histoire. Durant son séjour sur cette terre, il nous a marqué par ses chansons, marqué par sa manière
C'est un artiste plein qui nous a fait danser pendant longtemps, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Quand j'entends ces chansons, ça rappelle beaucoup de choses. Et il a fait aussi beaucoup pour le Bénin. Toi, mon cher pays. Natif de Lokossa, chef-lieu du département du Mono, Jonas Pedro, qui répondait à l'état civil au nom de Jonas Sossou Pierre, a, de par sa riche discographie, marqué l'univers musical du Bénin et de l'Afrique tout entière. Les artistes de la table de ce monsieur sont très rares et je me demande si on peut le remplacer. J'ai eu la chance de le voir une foire au Centre culturel français de Cotonou. Et le jour-là, j'ai été vraiment épaté. C'est un jour que je n'ai jamais oublié. Décédé le 12 août 2004 dans sa 61e année, Jonas Pedro reste une icône, un musicien immortel dans la mémoire de ses fans, de par l'originalité et la singularité de ses œuvres. Iye davora bome, iye davora bome, mianto mile miamba home mia davora bome, ne joa me de chane jete le panye. Iye davora bome, iye davora bome, iye davora bome. Azoe un poro duende, meruronsu no kunchele chepe undo duenyere, meruronsu no kunchele chepe undo duenyere, azoe un poro duende. Il y a un que je chante souvent à ma fille. Les amours, les amours, la relation amour, Kalis Rounou était un collaborateur fidèle de la star Jonas Pedro. C'est ensemble qu'ils avaient goûté aux délices de la musique, non sans avoir affronté bien des épines. Jonas Pedro a commencé réellement sa carrière en fréquentant un certain Daniel. C'est un Congolais qui est un militaire qui était au camp. Ce dernier a fondé un groupe qu'on appelait à Cotonou le Dani Band. Jonas Pedro est un grand artiste à l'allure sobre et sympathique d'après certains témoignages. Il était aussi un homme intègre et méticuleux, confie d'autres. L'unanimité se fait autour de la figure de pro dans l'univers musical du Bénin notamment. S'il est devenu une star, c'est à force d'avoir repris un nombre, vraiment que je ne peux pas vous donner, de morceaux qu'il aime entendre. Affectueusement désigné Dadja National ou Davola Bomin, avec une raie bien tracée dans sa coiffure, le salsero béninois a laissé sur sa terre natale Lokossa cette maison qu'il a, de son vivant, baptisée Musée Jonas Pedro. Un espace dont la réhabilitation et la valorisation prennent les pas. Nous allons rentrer. C'est quelques objets qui restent dans la maison actuelle. Et voilà les photos, les cassettes. Le plafond est totalement gâté. Ça, c'est la grande photo de Africando, quand il était dans le groupe Africando. C'est son instrument. Aujourd'hui, Art d'Afrique a un accord de collaboration avec la famille de l'artiste. Et nous représentons légalement et légitimement Jonas Pedro. La direction départementale accompagne cette association. Il y a un projet de rénovation de la maison
nous voulons donc saisir également cette opportunité pour faire en sorte que cette maison revive, que cette maison rayonne et faire vraiment en sorte que ce soit un lieu touristique. Même mort, l'artiste demeure vivant aussi longtemps que durent ses œuvres. Sa discographie reste une source d'inspiration et son musée et toute sa mémoire ne demandent qu'à être valorisés pour enrichir le circuit touristique et le patrimoine culturel de l'Okossa, voire du Bénin. Magazine du grand format signé Geoffroy Messa, correspondant du Canal 3 Bénin dans les départements du Mono et du Koufo. Il est déjà en position depuis l'Okossa, ville natale de Jonas Pedro, pour le complément d'information. En ligne, Geoffroy Messa, bonjour. Idriss Boukari, bonjour, et bonjour aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Geoffroy Messa, est-ce que les multiples morceaux du roi de la salsa continuent toujours de faire danser les populations à l'Okossa? Idriss Boukari, les populations de l'Okossa n'ont jamais cessé d'esquisser les danses sous la musique de Dadia National, Jonas Pedro. C'est vrai que nous sommes actuellement en pleine crise sanitaire liée à la Covid-19 et que les VIP, boîtes de nuit et autres dancing clubs sont fermés. Mais s'offrir des moments de repos, de souvenirs et de divertissement avec en toile de fond de la musique signée Jonas Pedro, les habitants de la cité de l'Espérance l'Okossa continuent de se le permettre. Alors, 16 ans après son décès, l'homme continue-t-il d'inspirer les jeunes artistes? Idriss Boukari, il faut dire que depuis son décès, beaucoup d'artistes essayent de faire comme lui, mais n'arrivent quand même pas à l'égaler. Il faut également souligner que au niveau des artistes, l'Okossa, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui se lancent dans le rythme préféré de l'artiste, c'est-à-dire la salsa, même si c'est du côté du Agbadia ou bien des autres rythmes. Ils essayent de faire quelque chose pour pouvoir quand même essayer d'emprunter ses pas, même si ce n'est pas encore ce qu'il faut. Alors, le musée dédié à l'artiste était au cœur d'une polémique en ce qui concerne sa rénovation jusqu'à présent. Apparemment, rien n'a encore bougé. Qu'est-ce qui bloque le projet, Geoffroy? Il faut dire que depuis le décès de notre salsero national, la gestion de sa succession, notamment son héritage, est objet de problèmes au sein de la famille. Ce qui a pour conséquence de freiner plusieurs initiatives de rénovation du musée. Plusieurs structures ainsi que la mairie de l'Okossa ont tenté à plusieurs reprises de récupérer le musée et d'y investir. Mais cela n'a jamais abouti. Il faut constater juste que c'est souvent des problèmes au niveau des héritiers de Jonas Pedro qui bloquent le processus de réhabilitation du musée, selon ce que nous avons quand même eu au niveau de la plupart des structures qui ont tenté de rénover le musée. Mais depuis quelque temps, on a constaté qu'il y a une association de jeunes, Art d'Afrique, qui se porte comme intermédiaire entre la famille du disparu et tous ceux qui souhaitent y investir. Donc, nous espérons juste que, avec cette nouvelle donne, le musée sera bientôt rénové et mis à la disposition du public pour le bonheur de tout le monde. Alors, fondamentalement, qu'est-ce qui reste encore de l'homme qui était très connu sur la scène musicale internationale? Idriss Boukari, il reste ses œuvres d'esprit, ses chansons, ses albums, les pas de danse qu'il essaye d'esquiver et que beaucoup essayent de copier. Et donc, en plus, là, c'est quand même quelque chose qu'il a su travailler au fil du temps et qui a marqué tout le monde. Donc, à part c'est quelque chose et également son musée, bon, il n'y a plus rien, même si un artiste comme Jonas Pedro est immortel et pourra continuer de traverser le temps sans problème. Alors, dans la ville de l'Okossa, est-ce qu'il y a donc des initiatives au niveau de ses fans ou même au niveau du ministère de la Culture pour commémorer donc la mémoire de l'homme? Oui, il y a des initiatives qui chaque année commémorent la date de rappel à Dieu de Jonas Pedro. Il y a par exemple l'artiste musicien Togbe Yedi, qui est également président de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, CNCB Racine, Session Athénée, qui chaque année, depuis quelque temps, organise un spectacle en mémoire de l'artiste. Il y a également un orchestre de l'Okossa dénommé Viva Orchestra, qui organise
chaque année pour le commémorer, un spectacle de grandeur nature au niveau de la direction départementale de la culture, dirigé par Ikel Anani. On essaye aussi d'immortaliser Jonas Pedro à travers des compétitions d'artistes en herbe. Il faut juste signaler que cette année, la COVID-19 a bloqué toutes ces initiatives. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Geoffroy Messan. Vous êtes le correspondant de Canal 3 Bénin dans les départements du Mono et du Koufo. Très bonne journée à vous de l'autre côté de la Cité de l'Espérance. Merci Idrissou Boukari, merci aux téléspectateurs et merci à nos amis techniciens. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici maintenant la revue de presse hebdomadaire. C'est une réalisation de Nassis Alossé. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité cette semaine reste dominée par la situation sociopolitique au Mali. Le mardi 18 août dernier, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé. Les journaux en parlent cette semaine. Le quotidien Libération raconte que tout a commencé dans la matinée lorsque des coups de feu ont été entendus au camp Soudiata Keïta de Kati, situé à 15 km au nord de Bamako. Des hommes armés ont fait irruption dans le camp à bord de pick-up avant que des tirs ne soient échangés avec les militaires présents sur le site. La suite, explique Fraternité, le président malien et son premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés en fin d'après-midi à Bamako. À la tête de cette fronde, précise le journal, on retrouve des officiers. C'est une fin forcée pour Ibeka, note le journal Bénin Intelligent. Et 48 heures après ce putsch, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a convoqué un sommet extraordinaire en urgence, informent les publications. Des assises tenues par Vision Conférence à cause du contexte sanitaire actuel et dont les décisions occupent les colonnes des journaux. Entre autres mesures, rapportent mes confrères, il y a la suspension du Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat, la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes, l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les pays de la CEDEAO et le Mali. Rétablissement de l'ordre constitutionnel, le Mali sous embargo de la CEDEAO, titre le journal Bénin Intelligent dans sa livraison de vendredi. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a également invité les partenaires à faire de même en prenant des décisions pertinentes et fortes à la gravité de la situation, ajoutent les journaux. Le Bénin a activement participé à ce sommet extraordinaire et craignant un isolement total du Mali, renseigne le quotidien Fraternité, le président Patrice Talon a plaidé et obtenu de ses pairs un assouplissement des sanctions économiques. De même, ajoute le Canard, une invite à la prudence a été faite à l'endroit des compatriotes béninois vivant au Mali pour le respect des consignes de sécurité. Ce qui fait dire au quotidien Libération que Patrice Talon est en phase avec ses pairs de la CEDEAO. Le même sujet est à la une du quotidien La Nation pour lequel Patrice Talon est inquiet pour le Mali. En tout cas, une autre rencontre est annoncée dans les tout prochains jours pour se pencher à nouveau sur l'évolution de la crise au Mali, ajoute Fraternité. Sur le terrain à Bamako, les militaires qui ont fait irruption sur la scène ont mis en place un organe dénommé Comité national pour le salut du peuple. Un organe qui, selon le quotidien La Dépêche, appelle la population malienne à reprendre ses activités quotidiennes. Au Bénin, la présidentielle de 2021 alimente déjà les débats. En point de mire, la question du parrainage. Le quotidien La Dépêche nous renseigne que Joël Aïvo s'est une fois encore attaqué au parrainage, appelant tous les démocrates à s'unir pour le faire sauter. Une position affichée par l'universitaire cette semaine lors de sa tournée, informe le journal. Une tournée qui, ajoutée à la vague de suscitation de candidatures autour du chef de l'État, fait dire au quotidien Fraternité que la foire de la présidence est lancée. Comme si le signal avait été donné par un personnage invisible, écrit le journal, des initiatives ont commencé par fuser de toutes parts. Aux premières loges, on retrouve des mouvements de jeunes et de femmes. Sans attendre une réponse aux javiseries de l'actuel occupant du fauteuil présidentiel, les inconditionnels de la candidature de Patrice Talon en 2021 remettent au goût du jour une stratégie qui a fait recette en 2016, rappelle Fraternité. Le quotidien L'Informateur lui parle d'une avalanche de mouvements autour du chantre de la rupture.
Parallèlement à cette vague de soutien, le quotidien Matin Libre consacre ici son gros titre à la nomenclature de la mouvance présidentielle. Une mouvance plurielle au sein de laquelle le journal croit savoir que le chef de l'État affiche publiquement son amour pour deux formations politiques au détriment des autres qui soutiennent ses actions. Et à mon confrère de se demander la suite que Patrice Talon réserve à des partis politiques comme l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et le Parti du renouveau démocratique. Dans le même temps, le journal jette un regard vers la compétition électorale de 2021 au Bénin et voit derrière la probable candidature du chef de l'État des carrières politiques sacrifiées. Dans son développement, la publication parle des potentiels prétendants au fauteuil présidentiel qui sont à la mouvance présidentielle, mais pour qui la prochaine échéance électorale reste la dernière chance du point de vue constitutionnel pour accéder à la magistrature suprême du Bénin. Des potentiels candidats qui seront frappés par la limite d'âge après la présidentielle de 2021, insiste Matin Libre. Dans le même temps, c'est la rentrée gouvernementale. Après 2 semaines de repos, les membres de l'exécutif ont retrouvé cette semaine leurs bureaux et collaborateurs. Dans sa parution de mercredi, La Nation affiche la photo d'ensemble de Patrice Talon et ses ministres. Le quotidien du service public va encore plus loin et annonce que c'est un redémarrage sur une note inédite. Dans la suite, cette semaine, la reconnaissance de la Nation à Dame Sakinatou Aruna, auteure d'un sauvetage inédit sur le fleuve Okpara, il y a quelques jours. Elle a été reçue et décorée par le chef de l'État, informent les journaux. Selon Fraternité, c'est à l'issue du Conseil des ministres du mercredi dernier que la jeune dame âgée de 25 ans a été reçue par Patrice Talon. Et après avoir été félicitée par le chef de l'État, l'héroïne accompagnée de son époux a été reçue dans l'Ordre national du mérite du Bénin, précise la publication. Le même sujet fait le gros titre du quotidien Le Matinal pour lequel Patrice Talon honore Sakinatou Aruna pour son acte de bravoure. Le 3 août dernier, rapporte la publication, elle a sauvé la vie à 5 des 11 naufragés à la suite du chavirement d'une barque sur le fleuve Okpara à Oria Tchatchou dans la commune de Tchaourou. Réception dans l'Ordre national du Bénin, conclut le journal Bénin Intelligent à sa 2 de 1. Sakinatou Aruna, la nation reconnaissante. À la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Sonacop, des centaines de millions de francs CFA ont été débloqués pour l'amélioration des conditions de vie des agents retraités. L'information a fait la une de la quasi-totalité des journaux qui précisent que plus de 748 millions de nos francs ont été éjectés pour redonner sourire aux retraités. C'est du social colossal en faveur des agents retraités ou décédés de la Sonacop SA, affiche en manchette le journal Bénin Intelligent. La police républicaine est en deuil. 3 agents sont décédés dans la seule journée de jeudi dernier, informe le journal Le Potentiel. Des agents de police morts pour défaut de soins adéquats, précise la publication. Il s'agit, selon mon confrère, des agents de première classe Yacoubou Nassirou et François Soussou et le brigadier-major de première classe Boni Ogué, en service respectivement au 3e arrondissement de Parakou, au commissariat de Vaudjé à Cotonou et à l'unité spéciale de surveillance des frontières de Gwandé dans la commune de Matéri. Tous les 3 sont passés de vie à trépas dans la même journée pour défaut de soins adéquats. Et à mon confrère de se demander le rôle que joue finalement le Conseil de santé de la police républicaine. Pour mettre fin à ce tour d'horizon de l'actualité, une alerte du journal L'Économiste qui nous renseigne qu'une substance cancérigène est présente dans 2 tiers des dentifrices. Alors qu'il a été tout le temps objet de vives controverses en Europe, au point où son utilisation comme additif dans l'amélioration a été interdite en France depuis le 1er janvier 2020, commente le journal. Le dioxyde de titane, substance cancérigène, continue d'être fortement employé dans la production des pâtes dentifrice. Le problème, relève mon confrère, c'est que cette substance n'est pas mentionnée sur les emballages des produits qui en sont composés. Prudence donc. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Précédemment en UEFA Champions League. Une démonstration de force, un rêve qui continue. Des joies, des larmes et des rois d'Europe qui retiennent leur souffle. Dans le prochain épisode, direction Lisbonne pour une phase finale inédite à vivre seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Quelle équipe remportera la plus prestigieuse des compétitions ?
Avec le décodeur à 5000 francs, profitez de l'ultime épisode de l'UEFA Champions League seulement sur les chaînes Canal+ Sport. À l'instant, la revue de presse hebdomadaire de Nassis Alossé qui nous replonge dans les informations traitées par les Canas apparues cette semaine. On va suivre maintenant la revue de Babel. Cette fois-ci, c'est une réalisation de Modeste Noutier. Les débats engagés. Attention, les débats engagés. Attention. Vous êtes les bienvenus. Je voudrais sincèrement vous remercier pour la patience. Le phare donné positif. Force est de constater. Ce n'est pas des programmes jetés en l'air. C'est clair aujourd'hui. Voulez-vous continuer avec nous cette belle œuvre? Et quand ça vient ici, ça tourne. Pas pour susciter la candidature. Faux. Nous sommes des humains. Terminons le job. Le but visé serait atteint. Je m'en doute. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur nous. Nous avons décidé. Nous voulons lui dire maintenant. Donc les glétons nous amétuailleront. De mon existence. Il l'a déjà fait avant. À qui voulez-vous nous confier? Qu'il a déjà pris toutes les dispositions. Aucune disposition n'a été prise. C'est tout ce que nous pensions tous. Ceux qui ont entendu et ceux qui sont restés tranquilles et... Qui lui cru? Et nous savons qu'il est très sensible. Certains vont déjà dans des supputations. La pèderie ne donne pas le même cri à tous les moments. Ça tourne et ça retourne. Un seul être nous manque et tout est dépeuplé. On reconnaît le forgeron à l'œuvre, voilà. Quel que soit ce qui va se dire. Ce qui a été fait ce matin. Et dans quelles conditions? Nous avons été très affectés par la nouvelle. Je ne sais pas. Les raisons sont nobles. Faux. Malgré les intimidations. Nous ne sommes que de passage. Et vous le savez mieux que moi. Passe encore. Ce qui est une très bonne chose. L'opération se déroule très bien. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Qu'il accepte. Si je dois ou je ne dois pas. Malgré les menaces. Il n'y a rien à faire. Dire autre chose, c'est tordre le cou à l'histoire. Tout se présente bien. Mais nous sommes confrontés à quelques difficultés. La corruption érigée en mode de gouvernance. Quand l'historien apparaît, on le trouve toujours sur les murs. La perte des valeurs et de l'éthique. Et que ceux qui voient. Et nous accompagnons cela. Et que Dieu nous pardonne, nous tous. Le vieux a si bien dit. Parce que c'est une évidence. Nous savons qu'il est très respectueux. J'ai vu le président premier auteur. Dire ce que vous avez au fond de vos cœurs. Le doute est effacé. Finissons le job. Fort. Ensemble. Et nous comptons sur la franche collaboration. Si les résultats n'étaient pas positifs. Finissons le job. Est-ce qu'il faut laisser tout ça en chemin? Il est là déjà dépassé. Mais il fait bien. Et s'il veut, il peut. Il ne peut pas. Avec beaucoup de ferveur, de bien vouloir nous faire cet honneur. L'œuvre salvatrice qu'il a entamée. Et par conséquent, ça me tient beaucoup à cœur. Nous avons sympathisé dès lors. À partir d'aujourd'hui, de maintenant. Et je vous demande très sincèrement. Je suis heureux et ému. Les débats engagés. Attention, les débats engagés. Attention. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini. Tout le monde descend. C'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 23 août 2020. Merci à vous qui nous suivez depuis Dogbo. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Si vous voulez revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet www.canal3television.com. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.